Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles internautes, bienvenue dans votre émission Droit de savoir et merci d'être nombreux au rendez-vous de ce programme qui portera sur les crises de valeur observées à tous les niveaux, Congo-Brazzaville, même au sommet de l'État, crise qui se caractérise par des comportements déviants, l'incivisme, le grand banditisme, les crimes de toute nature, bref, une société en déliquescence. Entre autres causes de ces crises, semblerait être l'absence des programmes d'éducation civique dont le système éducatif congolais estime. David Sorel Martito, maître de jeunesse et d'éducation civique, qui a adressé d'ailleurs une lettre ouverte au Premier ministre Anatole Koliné Makosso. Vous avez probablement compris que M. Martito est bien notre invité du jour. Bonjour, M. Martito. Bonjour, monsieur Christian Perrin. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur notre plateau. Je sais qu'aujourd'hui, nous allons parler de votre lettre ouverte que vous avez adressée au Premier ministre Anatole Koliné Makosso, mais dans un premier temps, je souhaiterais que l'on aborde un fait d'actualité. 210 jeunes Congolais âgés entre 19 et 25 ans ont été arrêtés par la police de Brazzaville puis présentés devant la presse. Je souhaiterais savoir ce que vous pensez du nombre. 210, c'est quand même beaucoup. Ensuite, de l'ampleur que prend ce phénomène de grand banditisme dit bébé noir. 210, je dirais peut-être c'est un nombre insignifiant puisque c'est pas, on n'a pas arrêté tous les bébés noirs ou bien américains, etc. Donc c'est un nombre d'abord insignifiant. C'est pas pour la première fois de voir aussi ces jeunes passer toujours, non, on a arrêté tant de bébés noirs, tant de bébés noirs. À la fin, ils sont relâchés parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle une très bonne politique d'encadrement de cette jeunesse. Et d'encadrement de cette jeunesse, quand je parlais sur la responsabilité partagée, il y a des parents aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, le parent qui n'a pas de travail, n'arrive pas à nourrir l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant deviendra? Et quand vous parlez de ces jeunes de 18 ans jusqu'à 25 ans, c'est des jeunes qui devaient par contre, devaient être au lycée, tantôt à l'université. Mais pourquoi ils ne sont pas à l'école? Mais si on fouille bien parmi eux, parmi ces jeunes, il y a des élèves. Vous voyez, il y a des élèves. D'autre part, il y a ça d'abord la responsabilité de l'État. L'État, le gouvernement d'abord est une mère investie. Ce que j'avais même énuméré dans ma lettre ouverte au Premier ministre. C'est une mère investie qui par contre a l'obligation de faire quoi? De chercher des solutions. Pourquoi ce phénomène persiste? Pourquoi ce phénomène? Parce qu'il y a un problème d'abord, je dirais, du travail, de manque d'emploi. Ces jeunes arrêtés, quelle est la politique? La politique après l'arrestation. Allons-nous chercher des parents, mais le parent dira, ben moi je ne peux pas par contre me présenter, puisque l'enfant, quand l'enfant n'est plus sous le toit de la famille, il devient automatiquement l'enfant de l'État. Et qu'est-ce que l'État doit faire? C'est là où je peux par contre apporter des solutions. Le Congo est tellement aussi vaste, il y a tellement de forêts, on parle de l'agriculture, voilà une main-d'œuvre. Oui, mais Martito, pendant que tu parles de la responsabilité de l'État, à en croire le colonel Jean-Pierre Okiba, qui est le directeur départemental de la police de Brazzaville, il rejette plutôt la responsabilité aux parents. Et je cite d'ailleurs sa phrase où il déclarait « À ce jour, aucun parent ne se serait présenté pour reconnaître sa responsabilité dans le mauvais comportement de son enfant. » En fait, lui, il pointe les parents du doigt. Qu'est-ce que toi, tu en penses? J'en pense que les parents aussi pointeront du doigt au gouvernement. Imaginez-vous un parent qui, par contre, est retraité aujourd'hui, n'a pas ce qu'on appelle sa pension, n'arrive pas à payer le loyer familial. Et parmi ces jeunes-là, vous pensez que sur les 210, il y a aussi des enfants de retraités à l'intérieur. Comment le parent va, par contre, avoir la force ou bien le courage d'aller se présenter pour dire que celui-ci est mon fils? C'est ça, c'est là où moi je dis bien. C'est bien sûr, on peut rejeter de part et d'autre, mais l'État a ce qu'on appelle une grande part de responsabilité par rapport à ces fléaux qui persistent. Voilà qui me pousse évidemment de regarder un peu de près ta lettre que tu as finalement adressée au Premier ministre Anatole Koliné Makosso, la lettre ouverte dans laquelle tu proposais des solutions pour ce genre de phénomène, et tu estimes d'ailleurs que parmi les causes qui sont à l'origine de ces phénomènes, c'est bien l'absence des programmes
d'éducation civique dans le système éducatif. Est-ce que tu peux nous parler des grandes lignes de ta lettre? Oui, les grandes lignes, je parlais déjà, je pointais du doigt sur le manque d'éducation civique. C'est pas pour une première fois. Et c'est ce combat, je crois, il y a de cela au moins il y a 5 ans, que je ne cesse d'interpeller ce gouvernement, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les lignes directes. Et je n'ai cessé de crier même quand le Premier ministre était à l'époque encore ministre de l'enseignement primaire secondaire. Vous voyez, il était encore ministre de l'enseignement avant qu'il soit Premier ministre. J'ai bel et bien écrit. Il n'y a jamais eu ce qu'on appelle, il y a eu ce, je peux dire, sourd d'oreille. Cette fois-ci, après avoir suivi, écouté sa déclaration sur la politique générale, il a encore touché le point sur la jeunesse. Dans la lettre, je le rappelle bien sûr, son allocution devant les directeurs départementaux, où il insistait sur le cours d'éducation civique, morale pour la paix. C'était en 2015. Je rappelle aussi la prise en charge des maîtres de jeunesse et d'éducation civique. Vous imaginez qu'il y a près de 10 promotions de maîtres de jeunesse depuis 2007, 2008, 2009, 2015. Moi, je suis de la promotion 2015. Vous voyez, personne n'est recruté. On est là après une formation, on oublie tout. Si par contre, tu n'évolues pas dans les écoles privées, ça serait un peu difficile. Mais le cours d'éducation civique aussi, n'est pas aussi enseigné dans ces écoles privées comme telles, parce qu'il n'y a pas une note à caractère obligatoire qui stipule que ce cours doit être enseigné. Devant vous, j'ai même ici, dans mes mails, si vous verrez, j'ai même deux programmes du lycée et du collège. C'est-à-dire un cours, le guide pédagogique de ces cours qui ne sont pas enseignés de la 6e en 3e. Je prends au niveau de l'enseignement technique aussi, la même chose. De la seconde en terminale. Personne, les enfants sont hors la loi, ils ne savent pas qui dirige qui. Vous pouvez poser la question même à un élève de la terminale, quel est le rôle du président de la République? Il sera incapable de vous dire. Il dira que, je ne sais pas, il est là comme ça, voilà. Il ne maîtrise pas. Or, dans ces cours, pour bâtir ce qu'on appelle une nation. Le Congo, aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle une population. Nous n'avons pas ce qu'on appelle des citoyens. Il n'y a pas de citoyens. Parce que les citoyens, c'est celui-là qui maîtrise ses droits et devoirs. Il n'y a que la population comme ça qui vague librement ses occupations. Il ne se soucie de rien. Voilà. Mais on prive déjà ce cours depuis combien d'années? Ici, le programme a été produit au niveau de l'INIRAP. C'était en 2011. Imaginez de 2011 jusqu'ici. Ça veut dire que l'État avait décaissé de l'argent. Maintenant, il y a une formation des maîtres de jeunesse par le biais de concours au niveau de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Ces jeunes ont pu exercer, ils étaient un peu dans les écoles lors des stages. Vous voyez? Mais pourquoi ne pas utiliser ces maîtres de jeunesse pour la dispensation? Oui, Martito, s'il te plaît, est-ce que tu penses que c'est un fait exprès d'avoir soit retiré ces cours d'éducation civique dans le système éducatif? Moi, je crois que c'est un fait exprès. C'est ce que moi, je pense. Puisqu'une personne, je vais vous prendre un exemple, Monsieur Perrin. Imaginez que vous êtes papa, qui chaque instant, vous allez dire à votre fille, bien à votre fils, si tu es admis, je t'achèterai l'ordinateur. Vous voyez? Mais tu fais toujours les mêmes discours. L'enfant fournit ce qu'on appelle des efforts. À la fin, tu ne fais pas, tu ne fais rien. Comment l'enfant te qualifiera? C'est un papa menteur. C'est ce qui se passe actuellement. Vous voyez? On peut beau faire des discours. Comment cette population écoute maintenant? Vous pouvez faire des discours. Même Jésus peut être le premier ministre du gouvernement congolais. Le Congolais tel que je le maîtrise aujourd'hui n'écoutera même pas Jésus-Christ parce qu'il y a un problème de gouvernance. Il y a un problème de pratique. Il ne s'agit pas de beaucoup parler pour ne rien dire. Il ne s'agit pas de faire ce qu'on appelle des litanies, des discours et à la fin, il y aura zéro. Voilà les résultats. Les résultats parce que ce cours n'est pas appliqué. Ce cours, par contre, change le comportement de l'enfant. Ce n'est pas en mathématiques que l'enfant part, par contre, d'apprendre à être honnête dans la vie. Ce n'est pas au niveau de l'histoire géo où vous allez enseigner l'enfant les vertus, les qualités, la morale. Hier, lorsque nous prenons le mouvement national des pionniers, ce mouvement a formé beaucoup de cadres de ce gouvernement. Ils sont conscients. Mais pourquoi maintenant bloquer l'évolution de ce cours auprès des enfants? Pourquoi ne pas former des élites, je dis des jeunes capables? C'est pas pour rien où vous allez, lorsqu'on va jusqu'à la police, vous verrez qu'il y a toujours le problème de l'incivisme aussi.
Hier, j'étais même ébahi de voir un policier qui a arrêté un staff comme ça, sans interpellation, puisqu'il vendait un peu ce qu'on appelle des colas et autres. Ils ont juste pris le staff dans comment on appelle, dans le BJ, sans interprétation, en jetant tout. Et cela m'avait vraiment touché. J'ai dit, mais ça, c'est quelle manière de faire? Mais c'est un être humain, vous voyez? Ça parle toujours. On prend aussi, lorsqu'on prend de l'incivisme là, c'est même au sein du gouvernement, vous rappelez, nous avons lu un peu des histoires ici sur des réseaux sociaux de gauche à droite. Il y a ceux-là qui, quand il est déjà, par exemple, nommé, qu'est-ce qu'ils pensent? C'est le bien, tout ce qui est bien là, c'est pour elle maintenant. Voilà, c'est des éléments de l'incivisme. C'est même au CES, ça rentre même au niveau du gouvernement. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut ce qu'on appelle une petite dose d'éducation civique, en commençant depuis l'école, même au sein des administrations. Martito, pendant que tu parles de l'incivisme, et je t'ai entendu dire que finalement, au Congo, il y a un réel problème, il n'y a plus de citoyens, on ne forme plus de citoyens, parce que le citoyen, c'est celui qui connaît les droits et devoirs. Et on se rend compte que cet incivisme, finalement, a gagné tous les corps administratifs. Aucun corps n'est épargné. Vous avez parlé tout à l'heure de la police, probablement aussi à la gendarmerie, dans l'armée et dans d'autres corps. Et vous avez même dit que jusqu'au niveau de l'État, au sommet de l'État, il y a de l'incivisme. Et vous avez cité un exemple tout à l'heure. Alors, avant de continuer, parce que finalement, je vais vous poser la question de savoir quelle proposition avez-vous faite à l'endroit du Premier ministre, évidemment, pour juguler ce genre de crise. Mais avant d'y arriver, je vais te proposer de suivre avec moi cet extrait de témoignage d'un ex-chef de gang, il faut l'appeler comme ça, hein, ce qu'on appelle communément les bébés noirs, hein, un certain Michel Elenga, qui témoigne, et je reviendrai vers vous pour un petit commentaire sur ce témoignage. Moi, c'est Kikabou Sylvie Elenga Michel, alias TC2000 King d'Insata. Tout a commencé, c'était d'abord un groupe de musique on avait surnommé le mouvement des braves garçons de Mungali. Après, on a créé un mouvement qu'on appelait les Américains. On s'est divisé en deux groupes. Les autres sont partis, les Arabes, les autres sont restés, les Américains. Après, je n'ai pas compris, ceux qui sont partis, les Arabes, commençaient à faire des attaques dans notre quartier. Ils venaient pour casser des boutiques, voler, braquer, cambrioler les gens. Dans quel quartier? Chez nous, au plateau de 15 ans. Eux, quand ils viennent pour faire la pagaille, soit la nuit, les Américains entrent la journée pour aller faire la pagaille. Soit les Arabes viennent pour faire la pagaille la journée, la nuit, les Américains iront aussi pour faire la pagaille chez eux. Depuis un certain moment, ce virus s'est propagé dans toute l'étendue du pays. Ce fléau est devenu comme une épidémie. Il y a des policiers, des politiciens, des juges, des gens passés par là dans les hôpitaux qui se sont intégrés dans ce mouvement. Il y a des policiers arabes, il y a des policiers américains, il y a des juges arabes, il y a des juges américains, il y a des docteurs arabes, il y a des docteurs américains. Vu que je ne suis plus apte de pratiquer le mouvement appelé vulgairement Kuluna, j'ai perdu une jambe le 29 mars, lors du référendum. J'étais comme dynamique avec, je ne peux pas citer le nom, c'est un cadre. Vu qu'on m'avait amputé une jambe, je ne pouvais plus pratiquer ces actes de violence. Tel qu'à Oyo, il n'y a pas d'arabe. Il n'y a que les Américains, c'est même eux qui m'ont dit, touche pas mon président. Ça, c'est ce que j'ai appris à Oyo chez les Américains. C'est des enfants ou bien c'est des militaires ou bien lesquels? C'est des militaires, de la JR, de la DGSP, des bérets noirs, des civils, tout le monde, des policiers. J'ai même une chanson que j'ai laissée là-bas au Oyo que je n'ai pas encore finie. C'est une chanson des militaires qui prétendent être américains. Toi, on t'a arrêté à Oyo, pourquoi? On m'a arrêté à Oyo parce que j'étais en train de chanter, j'ai fini de chanter. Je suis allé dans un coin, c'est un sergent de la JR, j'étais allé pour fumer. Et subitement, la police est rentrée, on m'a arrêté à cause du stupéfiant. Martito, tu viens de suivre l'extrait de ce témoignage donné par un ancien chef de gang. Ce qui est mais vraiment curieux dans ce témoignage, c'est qu'il cite une catégorie de personnes qui pourtant, dans un premier temps, ne feraient mais vraiment pas l'objet de suspicion. Pourtant,
Là, il vient de les citer. Il cite les policiers, il cite les gendarmes, il cite la garde présidentielle, la GR, il cite des docteurs, il cite des juges. Et donc, on se rend compte que tous ces corps sont concernés et il y a des bébés noirs à tous les niveaux. Donc, les bébés noirs juges, des bébés noirs soldats, des bébés noirs de la garde présidentielle, il le dit à Oyo, les bébés noirs policiers, des bébés noirs docteurs, des bébés noirs juges. Qu'est-ce que tu en penses avant qu'on ne passe aux propositions de solutions? Oui, ben, tout est tellement clair. Vous avez vite constaté qu'il a cité, il a parlé, quand il y a ce qu'on appelle l'absence du civisme, l'absence de la morale au sein de ces corps. C'est ça le résultat. D'où même, en quoi même, on peut parler de la police haute. La société, aujourd'hui, on dirait que la société congolaise est pourrie. On sent de la pourriture. Pourquoi? Parce que, comment se fait-il? On va aujourd'hui parler de 210. Je prends le cas du Rwanda, un pays quelque part. Vous voyez? Mais pourquoi là-bas on ne parle pas de bébés noirs? Vous pensez que le Rwanda est plus riche que le Congo-Brazzaville? Je ne pense pas. Est-ce que le Congo-Brazzaville n'a pas tout? Il y a tout ce qu'on appelle des atouts, mais un problème de volonté. Nous sommes là dans un système qui voudrait assujettir des jeunes comme ça. Personne ne doit maîtriser ce qu'il sait. Si aujourd'hui tu lèves la tête, on dira tu maîtrises tout, tu deviens un homme à battre. Voilà un peu ce qui se passe. Mais lorsque tu maîtrises tes droits, il c'est pour nous de rappeler, voilà la situation, voilà là où nous sommes. Bien qu'à l'époque du mouvement des pionniers, vous avez bénéficié, laissez nos frères évoluer aussi, puisqu'il y a des programmes pour ça. Il y a des programmes pour ça. Lorsqu'on prend tous ces mondes-là, tous ces élèves, les jeunes, parce que moi je les appelle des élèves aussi. 18 ans, c'est l'âge d'aller toujours à l'école. Ces jeunes ont encore une vie. Il s'agit de créer ce qu'on appelle des centres de rééducation. Et rééducation, c'est là où votre question tombe à pic. Pourquoi? Parce que ce que le colonel avait dit, il a tort. C'est maintenant, là où c'est maintenant le gouvernement qui prend ses responsabilités. Parce que ce phénomène, le jeune qui vient de témoigner, il est connu. Je crois qu'il est connu. Il ne peut pas témoigner comme ça. Ça veut dire que les services de sécurité, ils maîtrisent bien la personne. Voilà. Donc, s'il y a des bébés noirs partout, arrêtons avec ça. Construisons ce qu'on appelle l'état de droit. La restauration de l'état de droit ne passera pas seulement par ce qu'on appelle l'arrestation des criminels de tous bords. Non, c'est d'abord par l'instruction civique dès le bas âge. Oui, mais tout à l'heure, tu as parlé des centres de rééducation et la mise en musique, hein, des programmes d'éducation civique et tout cela, ça a un coût, bien entendu. Le gouvernement te dira probablement qu'il n'y a pas assez d'argent, sinon qu'il n'y a plus d'argent pour tout cela. Et dans tes propositions, dans tes suggestions que tu as eu à faire au Premier ministre à travers ta lettre ouverte, quelles sont les pistes de solutions? Les pistes de solutions, c'est ce que je compte proposer en ce moment précis. Vous maîtrisez qu'il y a parmi lesquels il y a ce qu'on appelle la réduction du train de vie de l'État. Le premier point, c'est-à-dire, au Congo, nous comptons près de 38 ministres. Ça, c'est le nombre. 38 ministres, ça veut dire que chacun de chaque fin du mois touche 12 ou 15 millions. Entre parenthèses, sur les 38. Nous avons 151 députés. 5 millions et quelques poussières. Nous avons 82 sénateurs, entre parenthèses, 6 millions et quelques. Vous voyez déjà la masse salariale en un mois pour eux et la population, l'éducation à quel niveau? Mais si on réduisait, je prends l'exemple, le ministre qui gagnait par exemple 12 millions, 6 millions, raisonnable. Le député qui par contre a 5 millions, 6 millions, doit avoir 3 millions, le sénateur, etc. Nous toucherons aussi au niveau de l'armée, les généraux. Ils ont des millions. On réduit le train de vie. Nous irons au niveau des DG. Voilà, on réduira. Nous allons arriver, même toucher, même, on peut aller même au niveau de la présidence, voir aussi la masse salariale. Réduction automatique pour sauver l'éducation, pour sauver la santé. Che Guevara disait, si dans ton pays, il n'y a pas la santé, pas d'éducation, pas de structure de base, tu dois te révolter. Parce que pour tuer une nation, on passera par l'éducation. Mais voilà des propositions. Donc, sur les 38 ministres,
Je prends par exemple les parlementaires. S'ils sont au nombre de 238, vous imaginez 5 millions par combien? En un mois, ça fera combien? Si on réduit tout, on peut recruter, je dis bien on peut recruter en un mois 3 000 enseignants avec des salaires de l'école primaire jusqu'à l'université. Facilement, sans problème. Pourquoi? Il y a aussi des retraités. Chaque année, il y a des retraités. Ils ne vont pas nous dire que des places manqueront. S'il y a la réduction au niveau des ministres, il y a eu réduction depuis les parlementaires que nous maîtrisons bien. Je crois que l'éducation du Congo, on en parlera comme ce fut hier. Martito, tu penses que finalement, tous ces problèmes, des crises de valeur dont on a fait allusion, sont d'origine de manque, comme tu as dit, de l'éducation civique seulement, ou bien il y a un autre souci quelque part qui a concouru, bien entendu, à ces diverses crises de valeur? Oui, mais ces diverses crises de valeur, nous parlerons aussi sur le chômage des jeunes. C'est un problème endémique. Près de 60% des jeunes, vous voyez, sont là en chômage. Ils ne font absolument rien. Sinon que quand vous pouvez par contre arriver à Brazzaville, vous verrez des jeunes, tu sens que c'est un diplômé sans emploi. Qu'est-ce qu'il fait? Il est là en train de remplir juste des bus en criant. Comment faire quand le taux de chômage est tellement élevé? On arrive à ces histoires aussi. Vous pensez que quand le jeune a ce qu'on appelle un travail et il a l'emploi stable, est-ce qu'il aura le temps de prendre ce qu'on appelle ces histoires de machette à aller couper l'autre? Il doit avoir vu le téléphone quelque part. Tantôt, si tu ne remets pas le téléphone, on risque de te couper. Hein? Vous voyez, il y a tout ça. S'il y a le travail, le jeune ne peut pas aller. Toutes les solutions, après avoir arrêté, comment on appelle, les 210, je dirais bravo, mais il faut rééduquer. Rééduquer en quoi faisant? En créant ce qu'on appelle des activités rentables. Le jeune fait ça parce qu'il n'a pas une activité, il n'a pas de travail. Il y a des comment on appelle, des centres. Nous avons les champs ici. On parle de l'agriculture. Voilà. À la fin de son travail, il doit avoir des 10%. Il ne s'agit pas, il n'est pas esclave ou comment non. Vous pouvez par contre le placer dans les ateliers de soudure. Voilà. En formant ces jeunes. Vous verrez que lorsqu'on parlera de l'industrialisation du pays, on n'ira pas chercher la main-d'œuvre quelque part parce que, en même moment, il y aura la réduction de la criminalité de l'autre côté, il y aura le travail aussi de l'autre côté. Alors, dans tout ça, nous savons que dans le programme d'action du gouvernement d'Anatole Koliné-Makosso, cette question a été prise en compte, bien entendu, hein, c'est la crise des valeurs. Mais telles que les choses se présentent avec la configuration actuelle, est-ce que, puisque tout à l'heure vous nous avez même révélé que vous avez écrit à Anatole Koliné-Makosso depuis qu'il était ministre de la Jeunesse, et malheureusement, on ne vous a jamais répondu. Cette fois-ci, vous avez tenté une nouvelle fois de lui écrire une lettre ouverte. Probablement que, peut-être que cette fois-ci, vous aurez la réponse. Mais donc tout ça, je disais que le gouvernement, donc par Anatole Koliné-Makosso, venait finalement de capituler, peut-être, puisque c'est un point qui figure désormais dans son programme d'action du gouvernement. Mais est-ce que vous croyez en cela? Vous croyez que cette fois-ci, il pourra faire quelque chose? Puisque apparemment vous l'avez suivi, hein, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien depuis le ministère de la Jeunesse, peut-être après il est passé à l'enseignement, et aujourd'hui Premier ministre. Je dirais, je suis sceptique. Sceptique, pourquoi? Pourquoi? Je vous ai même donné l'exemple ici. Vous êtes un papa. À chaque instant, vous avez la tendance de dire à l'enfant, si tu admis, tu auras le téléphone portable. Mais l'enfant a l'habitude de passer ses classes. Ça veut dire que j'écoute souvent le discours, mais à la fin, le téléphone n'a jamais été acheté. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je dois être sceptique. Et je crois que c'est à eux maintenant, si c'est un papa responsable. Qu'est-ce qu'il dira? J'ai tellement menti à mon fils
cette fois-ci, j'ai le plein droit de réaliser pour être plus responsable. Et quand tu ne fais pas, l'enfant dira, c'est un papa irresponsable. Il n'aura pas peur de te dire ça comme ça. Dis-moi, quelle analyse portes-tu des exécutions évidemment sommaires dont sont l'objet ces jeunes dits entre guillemets bébés noirs, parce que évidemment c'est cela, hein, c'est courant maintenant au Congo-Brazzaville, on apprend chaque jour qu'on a exécuté des bébés noirs, on les a attrapés, arrêtés, on a exécuté, alors que tout à l'heure, toi tu disais qu'on pouvait procéder par la rééducation, on pouvait procéder par la formation, on pouvait les utiliser par exemple pour l'agriculture. Qu'est-ce que ça te fait toi d'apprendre qu'ils sont exécutés froidement tous les jours? À un moment donné, ça veut dire que l'État n'a plus sa place. Vous voyez, l'État n'a plus sa place et c'est la population qui agit en prenant le bébé noir. Voilà, il y a tout ce que nous avons assisté même sur les réseaux sociaux par-ci, par-là même, au niveau de nos chaînes nationales. Nous avons vite compris que ça prouvait déjà que l'État n'avait plus sa force. La force sur quoi? Sa force de sécuriser la population. Pourquoi ça perdure? Ça dit que c'est notre système. Monsieur Martito, c'est vrai que nous parlons de l'éducation civique qui, en réalité, n'est qu'une discipline. Mais parlons un peu du système éducatif lui-même, le système éducatif congolais. Quelle analyse portes-tu sur ce système actuellement? Oui, je pense que le système éducatif congolais, en ce moment précis, est en déliquescence. Pourquoi? Il s'agit juste pour nous d'observer des résultats. Hier ou il y a de cela même 10 ans, voire 20 ans, le taux de réussite était tout autour de 50, voire 45 ou bien 49. Mais aujourd'hui, on parle de taux de réussite de 32%, etc. Vous voyez? Et au même moment, je prends juste le cas simple. L'éducation commence d'abord dès le bas âge, ça veut dire à l'école primaire. L'enfant, au niveau de comment on appelle CE2, n'arrive pas à lire. C'est déjà des cas qui prouvent qu'il faut revoir tout à zéro. Je prends le cas au niveau du collège. Là-bas, c'est encore criard, puisqu'il n'y a pas assez de contrôle. Les contrôles comment? Je prends un cours de la langue, puisque nous enseignons en français. Alors, ces élèves, pour apprendre tout ce qui est discipline, ces matières, ont le devoir de bien comprendre le français, puisque ces cours sont enseignés en français. Vous êtes en 6e, vous êtes dans une école, par exemple, on dit masse horaire de la 6e, c'est 8 heures de temps par semaine. Allez maintenant dans les écoles de la place. Vous verrez, il y a une réduction des heures, 4 heures, 4 heures, voire 5 heures, 4 heures, 5 heures. Maintenant, vous pensez que l'enseignant va par contre finir tout ce qui est programme? Non, il ne va pas bien enseigner. Premièrement, ils sont surchargés dans les écoles privées aussi. Il est là à l'école publique, ils vont aussi à l'école privée. Voilà des résultats. C'est pour cette raison, le taux d'échec est plus élevé que le taux de réussite. D'où il serait mieux de créer ce qu'on appelle un environnement politique favorable des jeunes ou de faire ce qu'on appelle des états d'éducation. Où en sommes-nous? Les programmes que ces enseignants utilisent aujourd'hui, ça date déjà de combien d'années? D'autres, je crois même en histoire, ils sont déjà presque à 20 ans. C'est le même programme. Au moment où la science évolue. Vous voyez? Oui, mais Martito, je crois que comme tu parles des états généraux de l'éducation, je voulais un peu comprendre au niveau des enseignants. Est-ce que jusqu'à ce jour, on utilise toujours des enseignants volontaires, c'est cela? C'est-à-dire des jeunes qui avaient terminé les études, qu'on prenait comme ça, et puis on les enrôlait pour enseigner dans les écoles, mais sans autre formation, par exemple, parce que ailleurs, un enseignant, c'est quand même un cadre, S'il y a près de 100 écoles publiques, nous avons près de 80% des enseignants prestataires, vacataires, tels que vous venez de dire.
et qui sont supportés par des parents. Je peux juste m'amuser. Nous sommes dans une école de la place de Wesso, école Kwame Nkrumah. Il y a, quand j'enseignais là-bas, à l'époque, il n'y a même pas. Nous étions au nombre de 21 enseignants, vacataires, prestataires et autres, contre 7 titulaires. Vous imaginez le taux? Si on se serait entre nous pour dire, tant que vous ne nous avez pas payé l'argent des prestataires, on ne va pas enseigner, l'école tombe aussitôt. Puisque l'école ne fonctionne que grâce à ses prestataires, ses vacataires. Mais lui, il ne peut pas attendre seulement à être là au moment où la fonction publique n'est pas encore arrivée. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas se torturer. Il va se torturer pour quelle raison? Au moins, il y a des gens qui bouffent de l'autre côté dans les normes, mais lui, il va s'atteler à enseignant. Il est obligé de donner le peu par rapport aux moyens et d'aller prendre encore, grignoter des heures dans les écoles privées. Voilà ce qui se passe. Mais est-ce que quand ces enseignants-là arrivent, il y a quand même des concours de sélection ou bien on les prend comme ça directement? Parce que je disais tout à l'heure, un enseignant, c'est quand même un fonctionnaire rompu. Il doit avoir du sérieux. C'est celui-là qui va former les futurs cadres, l'élite. Je n'ai jamais observé là où il y a un test pour te prendre comme vacataire. C'est juste tu apportes le dossier avec votre curriculum vitae, le diplôme, vos derniers diplômes, etc. Si tu peux, dans le curriculum, tu as eu le temps de mentir que tu as enseigné ici. Mais alors, le directeur de la dite école fera quoi? Lui-même, il accepte d'abord la corruption. Qu'est-ce qu'il fera? Ces directeurs sont pareils. Il est prêt à accepter la corruption. Il sait que quand il va te prendre, tu glisseras un petit 5 000 francs à la fin. Il fera quoi? Et c'est des parents qui subissent. Les parents subissent comment? Il y a ce qu'on appelle des contributions. Ce n'est plus l'État qui paye ses vacataires, c'est des parents. Donc le parent a l'obligation, s'il a 10 enfants par exemple. Non, mais c'est-à-dire, je comprends pas, c'est-à-dire, ces enseignants-là enseignent dans les écoles publiques, oui, mais ils sont payés par les parents d'élèves. Oui. Parents d'élèves, ça veut dire que les parents contribueront à hauteur de comment on appelle, du nombre des enseignants. S'ils sont au nombre de 21, ils vont arrêter ce qu'on appelle le montant pour chaque enseignant. Par exemple, ce sont 5 000 francs. Je prends le cas de là où je maîtrise bien. Ce sont 5 000 francs par mois. Le nombre des élèves. Pour un enseignant. Pour un enseignant, ce sont 5 000 francs. Vous pensez que ce sont 5 000 francs fera quoi? L'enseignant a l'obligation d'aller où? D'aller aussi au privé, au niveau des écoles privées. Le parent va par contre subir ce sont 5 000 francs par rapport au nombre des élèves. Si des élèves sont au nombre de 500, les enseignants sont au nombre de 21, on calculera. Donc, le parent a l'obligation de payer soit 20 000 francs. Imaginez-vous un parent qui a 4 gosses à l'école publique. Il paiera combien? Pour tout, il paiera peut-être 80 000 francs. Or, hier, l'école était gratuite. Où en sommes-nous avec ça? Et j'imagine pour les parents qui n'ont pratiquement plus leur salaire ou pour les retraités qui n'ont plus leur pension, l'équation est tout à fait difficile. Nous sommes donc à la fin de notre émission. Probablement que tu as une dernière préoccupation, mais qui comptera évidemment pour le mot de la fin. Je dirais que l'absence du cours d'éducation civique au niveau de nos établissements scolaires prouve à suffisance ce qui se passe actuellement. Et nous ne cesserons de tirer la sonnette d'alarme. Pourquoi? Parce que nous sommes tous nés d'une mère et d'un père qui n'est autre que la République du Congo. Et lorsqu'on est gouvernant, on doit écouter la voix de cette jeunesse. Cette jeunesse a besoin d'éducation. Cette jeunesse a besoin de la santé. Cette jeunesse a besoin de ce qu'on appelle du travail, stabilité. On ne peut pas aller dans une formation après 5 ans pour oublier cette formation. Ça sera ce que nous appellerons de l'injustice. Pour finir, Martin Luther King disait « Une injustice commise quelque part est une menace de la justice dans le monde entier. » Ils ont des enfants qui ne fréquentent pas dans nos écoles, mais nous avons des frères qui fréquentent ici. Nous avons besoin de l'équité et de l'égalité. Nous voulons l'équité et l'égalité. C'est par ces mots que nous mettons terme à cette émission. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous reviendrons encore vers vous pour d'autres sujets. Quant à vous, chers téléspectateurs,
Merci de vous avoir compté une fois de plus parmi nous. Restez branchés sur votre canal d'information TLR TV. Moi, je vous retrouve très prochainement, Dieu le voulant, bien sûr. Merci.